Imaginez un pays parmi les plus pauvres du monde, qui détient pourtant l'une des clés de la puissance nucléaire mondiale. Un pays dont l'uranium fait briller les lumières en Europe, mais où la plupart des habitants n'ont pas l'électricité chez eux. Au Niger, cette réalité a fini par exploser. Depuis un coup d'État retentissant, une promesse est sur toutes les lèvres. Reprendre enfin le contrôle de l'or radioactif du désert. L'uranium et la souveraineté nationale. Pari géopolitique audacieux ou jeu dangereux? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite. Bienvenue sur Géopulse AZ. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du Sahel, au Niger, pour comprendre comment un métal lourd, l'uranium, est devenu l'enjeu central d'un bras de fer entre ce pays et les grandes puissances. Pour planter le décor, le Niger, ex-colonie française, est riche en uranium. C'est même le 7e producteur mondial. D'immenses mines à ciel ouvert dans le désert, des convois de Yellow Cake, la poudre d'uranium concentrée, qui partent vers l'Europe. Et à l'arrivée, plus d'un tiers des ampoules françaises allumées grâce à l'énergie de l'uranium nigérien pendant des décennies. Selon les chiffres officiels, le Niger a fourni jusqu'à un tiers de l'uranium utilisé par la France. Mais derrière cette image, il y a une autre réalité, celle d'un pays qui n'a pratiquement pas profité de cette manne. En 2023, seul un Nigérien sur 7 avait accès à l'électricité. Oui, vous avez bien entendu. Et la pauvreté reste extrême. Beaucoup ont donc le sentiment que l'uranium a surtout enrichi les autres. En l'occurrence la France et les actionnaires de la compagnie Orano, ex-Areva. Et très peu les Nigériens eux-mêmes. On parle carrément de frustration de l'uranium. Du coup, le sujet de la souveraineté sur les ressources minières est devenu explosif dans le débat public. Le problème, une richesse sous contrôle étranger. Rembobinons un peu. Avant la crise actuelle, l'exploitation de l'uranium au Niger était régie par des partenariats historiques. L'entreprise française Areva, aujourd'hui Orano, opérait depuis plus de 50 ans dans la région d'Arlit, en plein désert. Elle y a extrait plus de 80 000 tonnes d'uranium au fil des décennies, grâce à des accords signés du temps de la guerre froide. Bien sûr, l'État nigérien avait une part dans l'affaire, environ un tiers du capital des mines, mais concrètement, c'était Orano qui gérait presque tout, de l'extraction à l'exportation. En échange, le Niger touchait des redevances, des impôts. Problème, ces redevances étaient jugées dérisoires par beaucoup de Nigériens. Par exemple, en 2010, sur l'équivalent de 3,5 milliards d'euros d'uranium exporté vers la France, le Niger n'en aurait récupéré qu'environ 13% en valeur. Autant dire des miettes. Cette situation, pendant des années, a alimenté un ressentiment diffus. Mais tant que le gouvernement en place coopérait avec la France, ça restait un sujet un peu tabou. Tout a basculé en juillet 2023, quand une junte militaire a renversé le président élu. Les militaires auteurs du coup d'État, menés par le général Abdourahmane Tiani, ont immédiatement surfé sur la vague anti-France-Afrique présente dans la population. Et l'uranium est devenu le symbole de cette souveraineté que le Niger voulait reconquérir. Dès les premières semaines post-coup d'État, le ton a changé. Paris, qui a condamné la prise de pouvoir, s'est retrouvé nez à nez avec un discours très dur de Niamey. Vous ne nous reconnaissez pas? Très bien. On ne va peut-être plus vous laisser prendre notre uranium non plus. C'était en filigrane, mais bien réel. Les nouvelles autorités ont commencé à examiner à la loupe tous les contrats miniers en cours. Et devinez quoi? Elles ont trouvé des raisons de sévir. Par exemple, Orano n'avait pas encore lancé l'exploitation d'un énorme gisement appelé Imouraren, malgré un permis obtenu en 2009. Ni une ni deux, en juin 2024, Niamey a purement et simplement retiré ce permis à Orano. Un acte fort, présenté comme courageux et patriotique par des organisations de la société civile nigérienne. Dans la foulée, un an jour pour jour après le coup d'État, le nouveau chef de l'État, le général Tiani, fait un discours à la télévision. Il dit en substance « La souveraineté du Niger passe par l'exploitation de nos ressources au profit de nos populations. Toute compagnie étrangère qui ne respecte pas nos lois sera mise dehors, quelle que soit sa nationalité. » Traduction. Fini les passe-droits pour les anciens partenaires, on va serrer la vis.
Ce message, très populaire en interne, a officialisé ce que tout le monde pressentait. Le Niger allait reprendre ses mines d'uranium en main, quitte à bousculer de gros intérêts. Les enjeux, un pari géopolitique et économique. Parlons enjeux maintenant. Car nationaliser l'uranium, ce n'est pas juste taper du poing sur la table, c'est aussi s'exposer à des conséquences sérieuses. Qu'est-ce que le Niger a à gagner et qu'est-ce qu'il risque de perdre dans cette affaire? Du côté des gains espérés, il y en a principalement deux. Financiers d'une part et politiques d'autre part. Financièrement, le calcul des nouvelles autorités est qu'en contrôlant 100% de la production, le Niger finira par en tirer beaucoup plus de revenus qu'avant. Si Orano prenait la part du lion, on a entendu le chiffre de 86% de la production commercialisée captée par Orano pour sa seule part, alors qu'elle détenait 63% du capital. Le gouvernement veut renverser la vapeur. L'idée, c'est que les bénéfices de l'uranium aillent dans les caisses de l'État nigérien, pour construire des routes, des écoles, électrifier le pays, etc. Sur le papier, qui s'opposerait à ça? C'est quasiment une question de dignité nationale pour beaucoup de Nigériens. Voir leur uranium enfin servir leur développement. Politiquement, c'est un coup de maître en interne. On pourrait penser que le régime militaire, qui n'a pas de légitimité électorale, cherche sa légitimité dans le patriotisme économique. En gros, on est peut-être arrivé par un coup d'État, mais on va faire ce qu'aucun gouvernement élu n'a osé faire avant. Envoyer balader l'ordre néocolonial.